Donc la première chose qu'il faut voir par rapport au principe de liberté, c'est si on démarre réellement, on va dire de mon angle habituel d'exploration, puisque ce sont des explorations toujours. euh, donc je propose dans la lignée de Ramesh Balsekar, qui était quand même une grande influence dans ma vie et dans ma façon de communiquer, de démarrer avec ce principe même qui était presque une monomanie de sa part, d'explorer en premier lieu la liberté individuelle, personnelle, la liberté de la personne. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est libre de dire ses mots? Est-ce qu'il y a une personne ici qui est libre de prendre des décisions, d'avoir été connecté sur ce Zoom ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment ce libre arbitre, puisque ça c'est le mot clé de libre arbitre qui est à l'œuvre. Donc là, il proposait non surtout pas de croire ce qu'il disait ou d'apprendre par cœur des conclusions, mais fondamentalement de toujours faire l'exploration à la première personne, c'est-à-dire pour nous-mêmes, vérifier encore et encore est-ce que ce libre arbitre existe réellement. Donc pourquoi on va voir ça après. Ceux qui me connaissent, qui ont fait les ateliers, vous avez déjà bien sûr tout, on pourrait dire le processus qui a été exploré plusieurs fois. Donc je ne vais pas le faire en détail, mais principalement pour les autres, je vais juste dire que cette exploration du libre arbitre, donc tranquille, absolument détachée d'une conclusion qu'on voudrait avoir ou pas, parce que si on démarre l'exploration en disant il faut absolument que je prouve qu'il y a le libre arbitre, parce que sinon c'est angoissant, ça veut juste dire que je suis une marionnette, une forme d'ectoplasme qui serait à peine vivant, donc ce ne serait pas une conclusion qui m'arrangerait, qui ferait mon affaire. Et ne faisant pas mon affaire, je vais essayer de prouver que j'ai, moi, le libre arbitre. Et c'est sûr que c'est pas un endroit très confortable au niveau de l'exploration, donc il vaut mieux la faire justement physiquement dans le silence, dans une détente physique, dans une détente existentielle, pourquoi pas, c'est-à-dire un moment dans votre vie que ce soit dans la journée, soit dans la semaine, soit dans le mois, où vous avez plus d'espace pour regarder tout ça, pour ne justement pas arriver pour ne pas être obligé de donner des conclusions qui seraient pas honnêtes, qui seraient juste, justement, qui seraient venant d'un contexte stressé, par exemple, d'un contexte angoissé, d'un contexte contracté. Donc dans cette décontraction, dans cette disponibilité, il y a vraiment la possibilité de regarder très simplement, hein, c'est une exploration, c'est pas un travail, hein, c'est une activité qui peut être faite par un gamin de 10 ans, c'est pas un problème, c'est parce qu'il suffit d'avoir un petit peu euh, on pourrait dire, d'honnêteté presque une appétence au jeu, à l'aspect ludique de cette activité. Et à partir de là, regarder dans notre vie, est-ce que réellement il y a des moments de décision, parce que des décisions, il y en a tout le temps, hein, ça c'est dans ma vie aussi, il y a une infinité de décisions. Est-ce que cette décision est venue indépendamment, donc ça veut dire de moi, indépendamment du contexte, hein. Donc le contexte, on a un peu l'intuition et ça aide à une décision à venir. On se dit oui, le contexte fait toujours partie de la décision, mais il y a quand même une partie non négociable que j'appelle à ce moment-là moi-même, hein. On peut pas noter fondamentalement, on peut pas la, la voir, on peut pas la mettre en valeur, on peut pas l'isoler, mais on la suppose, hein. Donc c'est le principe d'une inférence. On dit il y a décision, donc il doit bien y avoir quelqu'un de localisé qui prend la décision. Et ce quelqu'un, ça s'appelle moi-même. Et c'est vraiment le principe de la liberté à ce moment-là, au niveau simplement de la manifestation. Moi, étant libre de mes choix, étant libre de mes pensées, étant libre euh, de mes actions, et donc le sens de la responsabilité. Donc la possibilité du blâme, la possibilité de toutes les émotions reliées à ça, qui seraient culpabilité, honte, jalousie, etc. Enfin, la totalité de ce qu'on appelle la condition humaine souffrante, donc la partie souffrante de la condition humaine qui est liée à cette sens de la responsabilité, parce que il y a, semble-t-il, libre arbitre.
Donc là, je dois la faire rapide parce on a eu des émissions à ce sujet-là. Donc si on va un peu en avant par rapport à ça, il se trouve que plus on explore, plus on passe de temps à faire cette exploration-là, moins on trouve un pourcentage on pourrait dire, de cela que on a décidé nous-mêmes. Avec Ramej, j'étais toujours en négociation au début de nos conversations. On démarrait 50-50, je disais 50 c'est ma décision, 50 c'est le contexte, et puis après quelques temps c'était 90-10, 90 le contexte, 10 moi, 99-1, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que ce sera jamais une preuve, mais il y a une évidence que plus on regarde, plus on passe de temps à explorer, plus on arrive vers ce point zéro qui dit en réalité c'est 100% le contexte, et c'est 0% ce centre de contrôle supposé qu'on n'a jamais trouvé. Notez qu'on ne le trouve pas, on le suppose, on l'infère, on le déduit du fait qu'il y a une décision. Donc il semble vivre par lui-même, de par la décision, mais en fait c'est juste une idée, c'est juste un rattaché, un concept, moi, au phénomène de décision. Donc si la décision vient de la totalité, d'une forme de danse, d'une forme de complot divin, j'aime beaucoup utiliser ce mot, à ce moment-là, la partie centre de contrôle devient toute petite et disparaît. Donc, ça veut dire que cette représentation moi en tant que contrôleur ne peut plus se mettre en place. Alors, souvent, il y a un effet contre-coup qui se met en place, en contraste, j'ose dire, qui est le fait que, réalisant que je n'ai pas pris de décision réellement, il y reste un jeu, moi, centre de contrôle, qui n'a plus le contrôle. Je n'ai plus le contrôle. Et ça, c'est une autre forme de Maya, c'est une autre forme d'errance, de dire je n'ai plus le contrôle, je n'ai jamais eu le contrôle. Ce jeu-là n'existe pas. Parce que il existait sous sa forme active quand il semblait avoir le contrôle, hein, je dis bien semblait. Euh, il était jamais vu, mais il était déduit, inféré. À ce moment-là, on s'est découvert qu'il n'y a pas de contrôle localisé, séparé, que c'est toujours la totalité à l'œuvre. Euh, Logiquement, ce centre de contrôle devrait disparaître, mais des fois il reste. Et il est dit, je suis ce centre de contrôle qui n'a pas de contrôle. Donc, fondamentalement, l'idée d'une espèce de marionnette localisée dans le corps, dans la tête, qui serait le témoin de la vie, des décisions, des paroles. J'ai pas le contrôle sur mes paroles, j'ai pas le contrôle sur mes pensées, j'ai pas le contrôle sur. Mais je reste là quand même un peu dans une situation délicate, enfermé quelque part dans une boîte de chair ou un crâne. Et ça, c'est vraiment terrible parce que cet enfermement, il est purement imaginaire. Il n'y a pas il n'y a pas besoin de transformer un centre de contrôle qui existait auparavant de par cette activité. L'activité cesse, donc le contrôle, l'activité cesse. Ce qui reste, c'est pas un centre de contrôle qui est passif, c'est rien du tout, c'est un néant absolu. Donc la phrase mute, et elle dit à ce moment-là, de je n'ai plus le contrôle, elle mute vers il n'y a personne, il n'y a absolument personne qui aurait le contrôle ou qui n'aurait pas le contrôle. Hein, donc c'est les deux qui sont vus, c'est que cette idée d'une personne donc qui aurait une représentation, on pourrait dire théorique, parce qu'elle n'est jamais rencontrée, euh, disparaît dans son aspect positif, le contrôle, ou dans son aspect négatif, l'absence de contrôle. Donc à cet endroit-là, puisqu'on parle de la liberté, puisque c'est le sujet du bac aujourd'hui, la liberté, on voit bien que si on utilise le concept liberté, il va falloir qu'on le colle quelque part, ce concept liberté. Parce que si on parle de la liberté de qui? Hein, donc c'est toujours ça, c'est qu'on peut parler de quelque chose, croyant qu'on parle de quelque chose de réel. Donc on parle de la liberté de quelqu'un, par exemple de cette personne que je crois être, et on voit très rapidement que cette liberté-là, euh, c'est pas qu'elle n'est pas là, c'est que si on utilise ce concept de liberté, à qui ou où va-t-on l'attribuer? Où va-t-on l'attribuer?
hein. Donc c'est là où, à cet endroit-là, et on va continuer à explorer, mais à cet endroit-là, le concept même de libre arbitre et le concept même de liberté ne font plus aucun sens. Ils ne sont pas répondus. Y a-t-il ou pas liberté? Y a-t-il ou pas libre arbitre? Ils sont dissous. Ils disparaissent. Donc ça, c'est vraiment une forme de dissolution de la question de la liberté, du libre arbitre. Maintenant, donc je vais encore un peu plus loin, un cran plus loin, on va à cette possibilité de découvrir que ce moi localisé indépendant qui serait libre ou pas, juste est un néant. Il n'y a pas de possibilité de le mettre à jour. Que reste-t-il? Hein, c'est vraiment ça la question, que reste-t-il? Donc là, il y a l'évidence, et ça je le fais assez vite aussi, que cette dimension de l'existence, donc voilà, nous-mêmes, donc pas ces personnes, puisque les personnes ont disparu, mais ces personnages qui sont visibles tous sous forme de vignettes, incluant ce personnage-là, bien sûr, euh, sont une forme d'illustration d'une activité de la vie avec un grand V. On ne sait pas ce que c'est dans un premier temps, on se dit c'est la vie qui parle, la vie qui pense, la vie qui partage. Et, euh, et c'est vrai. Et donc cette vie-là, c'est pas du domaine de l'existence uniquement, c'est du domaine de l'être. La vie est. Euh, et en plus, comme une espèce de cerise sur le gâteau, non seulement elle est, mais elle semble exister dans le sens où euh, le fait d'être euh, n'est pas défini, puisque c'est pas être n'est pas quelque chose de manifesté réellement, parce que ce n'est pas un objet, c'est le sujet qui est. Donc n'étant pas manifesté, il va prétendre se manifester et créer cette conversation que l'on a aujourd'hui. Euh, Dans ce vœu, on dirait que je suis sur Olam aujourd'hui avec mes amis, parlant de moi-même, cet être-té que je suis. Donc cette manifestation-là, elle est effectivement comme un vœu, comme une forme de, euh, on pourrait dire un souhait, hein, une envie de la source de s'explorer d'une manière ou d'une autre. Alors, à cet endroit-là, on peut se dire, eh ben voilà, on retourne maintenant sur la question de la liberté. Est-ce que cette source que l'on est, finalement, euh, est-ce qu'elle est libre? Et ça, c'est là, il y a divergence suivant les points de vue, parce qu'à cet endroit-là, euh, si on veut être honnête, ça va être compliqué de savoir réellement ce que ça veut dire être libre par rapport à la source. Parce que là, on rentre dans une forme d'anthropomorphisme, hein, qui dit une personne peut être libre ou pas, mais est-ce que ce concept peut s'adapter à la source? Ça peut être une des définitions, une des activités, j'ose dire, de la source à travers une liberté. Donc pour certains, philosophiquement, c'est oui, bien sûr, c'est la liberté suprême, etc. Je sais pas. Je ne rentrerai pas dans ce débat parce que comme je disais avant, c'est très humain la façon de voir les choses. Je vois plutôt cette source comme une forme d'un potentiel infini, hein, un potentiel infini. Donc potentiel infini de toute manifestation, de tout angle de vue, de toute expérience, etc. Et ce potentiel infini, il n'est pas, euh, on pourrait dire, dans une situation où il a besoin de faire un choix, puisqu'il est infini. Donc, par définition, il n'y a pas besoin de choisir. Ce qui est choisi en ce moment, c'est par exemple cette conversation. Oui, ça, c'est un des aspects de la source sous un angle particulier. Donc, l'angle Didier et l'angle Alain, tous les angles vécus au même moment, ici et maintenant, qui sont, on pourrait dire, des angles particuliers. Mais comme tout est possible, comme tout est, on pourrait dire, déjà
déjà, tout simplement. Euh, à quoi servirait de rajouter le concept de liberté? Quel serait C'est comme si on avait, imaginons qu'on est propriétaire d'un magasin avec plein plein de choses, une immense caverne d'Ali Baba, et, on nous disait, bah, tu as la liberté de prendre l'objet que tu veux. Mais on l'a déjà, on a déjà tous les objets, donc c'est pas vraiment une liberté, puisque c'est la totalité qui est disponible tout le temps. Donc je vois plutôt ça comme quelque chose qui serait pas du tout défini sous la forme humaine qu'on imagine cette source que je suis étant libre. Oui, elle est libre euh, philosophiquement, mais concrètement, je vois ça plutôt comme un potentiel infini. Et à ce moment-là, on sort complètement de la dimension de la pensée humaine qui dirait il y a des choses ou des sujets qui sont libres ou pas, etc. On rentre dans presque une conversation mathématique, j'ose dire. Je vais vous montrer, enfin je ne vais pas vous montrer, je vais vous faire écouter ce que j'appelle un bruit blanc qui va illustrer ce potentiel infini. C'est en fait un son qui représente euh, en permanence, sans évolution, la totalité de l'énergie sonore des plus graves aux plus aigus, donc à toutes les fréquences, à toutes les notes de musique et toutes les notes intermédiaires, on pourrait dire, qui sont là. Donc on met tout ça ensemble, tout le potentiel de toutes les fréquences, donc de très grave, de 20 Hz à 20 kHz, on va dire, et ça donne ce son-là, hein. Donc il faudrait écouter dans des bonnes conditions pour être sûr de quoi on parle. Maintenant, si j'isole, je prends ce son-là et je filtre à un endroit particulier. Il n'y a pas réellement de développement temporel, voilà, c'est toujours le même son. Mais là, en filtrant, on a quand même déjà créé un événement sonore qui est une note de musique en fait. Hein, on pourrait dire que là c'est 1 kHz, donc ça devrait être je sais pas quelle note. Le La est à 880 Hz, donc c'est au-dessus du La. Mais fondamentalement, il y a une seule information sans développement qui apparaît, juste de filtrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire du potentiel infini du bruit blanc, de la totalité des fréquences. Je réduis cette masse sans histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est un bruit qui n'a absolument aucune histoire, à une histoire déjà, qui serait cette note de musique. Donc c'est une réduction, hein, c'est une forme d'information qui apparaîtrait d'une soustraction immense, hein, du potentiel infini. Donc maintenant, si cette note de musique, je la faisais varier et je rajoutais d'autres notes de musique qui seraient des harmoniques, par exemple. Et je la faisais varier en intensité, je la faisais varier en couleur. Ça donnerait une note quand je dis en couleur, en harmonique, donc ça donnerait une note de piano, par exemple, ou de flûte, ou de hautbois, etc. Et puis si je faisais ça euh, à plusieurs notes, ça donnerait une mélodie jouée par un instrument. Et si je faisais ça encore plus de façon plus complexe, ça donnerait un orchestre entier qui jouerait une musique. Et on voit que le filtrage, c'est toujours une soustraction, hein, c'est toujours un point de vue particulier, une expression limitée qui apparaît. Et cette expression limitée qui apparaît, elle est fondamentalement, euh, euh, elle raconte une histoire, hein. C'est comme ça que l'histoire peut apparaître. Le bruit blanc, il raconte pas d'histoire. C'est toujours un bloc entier d'informations sonores, hein, donc c'est une métaphore bien sûr, mais euh, ce qui apparaît par filtrage devient une histoire, hein, devient une histoire fondamentalement euh, intéressante. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans notre vie. Euh, de cette source que l'on est, de potentiel infini, apparaît un vœu qui est un filtrage. On dirait que je suis Didier. Et donc c'est forcément très très limité. Ça comporte quelques éléments. Donc le monde Didier, on pourrait dire d'une certaine manière.
précis et évolutif, parce que le filtrage, il bouge, et il inclut ce dialogue, et il inclut le dialogue de Alain juste avant, et il inclut la tasse que Alain a montré. Il inclut tout, en fait, fondamentalement. Donc il inclut non seulement ce dialogue, mais tous les dialogues passés, tous les dialogues futurs, à venir possibles, parce que ce bloc de potentiel infini est le matériau de toutes les musiques du monde, et le matériau de tous les dialogues du monde, et de toutes les possibilités d'histoire. Donc, métaphoriquement, parce que c'était une métaphore, j'espère que vous avez vu comme ça, c'est pas, je sais pas d'induire un état d'hypnose là, hein, c'est vraiment une métaphore. Métaphoriquement, est-ce que si on revient au bruit blanc, qui est la possibilité euh, d'une totalité, euh, intrinsèquement à ce bruit blanc, est-ce que la notion de liberté s'applique? Absolument pas. Absolument pas. Ce serait vraiment de dire, ben en fait, il aurait besoin de choisir, mais c'est déjà disponible. Donc c'est déjà choisi quelque part, c'est déjà disponible tout ce matériau. Et en un sens, il n'y a pas vraiment euh, d'activité. Quand je le présente, on dirait que c'est Didier qui parle à un groupe d'amis, ok? Mais au même moment, ici, maintenant, toujours, il y a toutes les autres possibilités qui apparaissent. Elles sont pas vues parce que le filtrage, il est juste sur Didier, là, en ce moment. Euh, Ça veut dire que si tout est exploré, on dirait, et juste la façon dont le filtre se met en place, mais c'est pas vraiment un choix parce que tout est déjà là. C'est juste un choix de représentation, un choix de manifestation. Mais c'est pas vraiment un choix. C'est juste une illustration. C'est où le regard se pose, où le regard de cette source se pose sur elle-même, tout simplement.